Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau webinaire d'expertise climat à destination des journalistes. Donc, nous sommes ensemble pendant 55 minutes. Avant de commencer, quelques mots au sujet de notre association Expertise Climat. Donc, nous sommes une association à but non lucratif, donc qui est apolitique, financièrement indépendante, financée par la philanthropie. Et notre travail, c'est d'aider les journalistes et les scientifiques à travailler ensemble pour pouvoir collectivement éclairer le débat public sur les grands défis environnementaux de notre temps. Donc cela suppose, dans les rédactions, de se former à ces enjeux complexes, de décloisonner les rubriques, de créer de la transversalité, des nouveaux réflexes de travail. Et côté scientifique, ça suppose d'accepter de vulgariser, de répondre aux journalistes, de se rendre disponible et d'échanger régulièrement entre ces deux communautés. Et donc c'est à ça qu'on sert à créer ce pont. Et donc aujourd'hui, nous allons écouter trois présentations, dont une à deux voix, sur l'école de demain, puisque c'était récemment la rentrée scolaire, c'est l'occasion de se demander quel rôle l'école va jouer dans la transition écologique. Euh, donc on va essayer de brosser le paysage. On va pas pouvoir aborder tous les sujets, évidemment, tellement c'est un sujet vaste, puisque l'école est vraiment au cœur de tout un tas de préoccupations sociales, environnementales, pédagogiques, sanitaires et écologiques, et j'en passe. Mais on va quand même essayer de vous brosser un panorama des sujets qui nous semblent importants quand on parle de l'école dans la transition, parce que l'école va devoir changer, au même titre que le reste de la société, mais pour ressembler à quoi et comment faire, combien ça va coûter aussi. Voilà, c'est tout un tas de questions qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Alors, on va parler de toutes ces questions-là avec Noémie Simon et Lona Trouvé, qui sont deux experts du CEREMA. Elles nous diront un petit peu plus qu'est-ce qu'est le CEREMA si vous ne connaissez pas le CEREMA. Euh, L'une est experte, donc Noémie, sur l'usage des bâtiments et l'autre sur les cours d'école, en particulier la végétalisation. Ensuite, Kevin Jean, qui est épidémiologiste et professeur junior enjeux globaux et santé à l'ENS, l'École normale supérieure, va nous résumer certains enjeux de santé autour de l'école, et notamment la question alimentaire et la question des déplacements des enfants. Et enfin, Guillaume Dolkes, qui est chercheur au sein de I4C, l'Institut pour l'économie du climat, lui nous parlera de combien ça coûte pour les collectivités, ou en tout cas combien ça pourrait coûter, quels devraient être les investissements publics menés autour de la question de la rénovation des écoles. Alors, quelques règles de participation avant de commencer. Pendant les présentations, vous pouvez faire des petits messages dans le chat pour poser des questions d'éclaircissement, mais n'hésitez pas à mentionner quand même votre média pour que les experts sachent d'où vous parlez. Nous, on vous commence à vous connaître, mais ce n'est pas le cas de nos experts. Et puis ensuite, après les présentations, on va à garder du temps pour que vous puissiez poser vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes, on est vraiment là pour échanger. Et vous pourrez ouvrir votre micro, votre caméra si le cœur vous en dit. Je demande aux experts de bien vouloir respecter le temps de parole pour laisser du temps aux questions. C'est très important dans nos formats. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Je laisse la parole à Noémie. Sans plus attendre, Noémie, vous pouvez partager votre écran. Très bien. Donc voilà, on va vous présenter une publication qu'on a sortie il y a presque 2 ans, qui s'intitule École de demain, rénover ou construire autrement. Voilà, mais on se demandait avant ça si vous connaissiez le CEREMA. Voilà, c'est un établissement public qui est peut-être pas encore si bien connu, on ne sait pas trop, des journalistes, donc je ne sais pas si vous le connaissez et sous quel sujet vous le connaissez. J'essaie de passer sur la diapo. Voilà. Donc voilà, nous, on travaille avec l'ONA au CEREMA. Donc le CEREMA, comme je le disais, c'est un établissement public. On est lié au ministère de la Transition écologique notamment. Et on est un centre d'expertise, donc public. Et on est vraiment en appui des collectivités sur plusieurs domaines. Donc vous voyez, on a 6 domaines d'intervention. Donc moi, je travaille au sein du domaine bâtiment et l'ONA au sein du domaine expertise et ingénierie territoriale. Mais voilà, on couvre aussi les questions des risques, par exemple, des infrastructures de transport, de la mobilité. On a énormément de sujets.
Et on est quand même plus de 2500 agents sur le territoire français, donc notamment en métropole et dans les territoires d'outre-mer. Donc vous voyez un peu la répartition. Donc on est quand même un gros établissement public et on travaille sur l'accompagnement des collectivités dans leur transition écologique, mais aussi des autres ministères. On fait des publications, donc c'est là aujourd'hui on vient présenter cette publication, mais il y a également des équipes de recherche et puis on fait de la formation et plein d'autres choses. Donc on s'est intéressé au sujet des écoles et on a sorti donc une publication. Pourquoi? Parce que l'école, on voit que c'est un équipement public d'importance pour les collectivités, donc d'importance à la fois en volume, puisqu'on voit que 50% du patrimoine des collectivités est composé d'écoles, collèges et lycées. Donc là, on parle de collectivités locales, communes, mais aussi départements et régions. C'est 50% de leur patrimoine, donc autant en termes de financement, d'énergie, de consommation énergétique, du budget, voilà, ça a une importance importante. Mais ça a aussi une importance dans la vie des collectivités. L'école, ça, on le sait, bah, c'est un lieu de sociabilité, un lieu central. C'est aussi un facteur d'attractivité. Quand un village perd son école, bah, voilà, c'est un impact important sur la vie de la commune. Alors, hop, j'ai une petite barre qui me gêne, je la décale, hop. Et puis, ce qu'on voit, c'est que les écoles, finalement, elles ont assez peu évolué depuis ces dizaines de ces 50 dernières années, on va dire. Voilà. Alors que la pédagogie, elle, évolue, l'école, elle, a assez peu évolué. Et donc, on a souhaité sortir cette publication parce que voilà, il y a des collectivités qui se posent des questions. Aujourd'hui, on voit qu'il y a aussi des grosses politiques publiques en faveur de la rénovation énergétique des écoles. Et donc, il y a vraiment un questionnement sur ces écoles. On travaille, nous, comme je vous l'ai montré à l'instant, sur de nombreuses thématiques. Donc, on a des experts en énergie, en qualité de l'air, en mobilité, en cours d'école. Et donc, il y avait vraiment l'idée de se dire, une école, elle mobilise un peu tous ces enjeux, toutes ces expertises. Et donc, c'est intéressant d'essayer de lier tout ça, de faire de la transversalité et de parler de l'école dans son ensemble. Et comme c'est un sujet assez vaste, c'est pour ça qu'on est aussi deux à venir présenter cette publication. Et donc, on a voulu, dans cette publication, montrer aux collectivités que l'école recouvrait différents enjeux, que s'ils s'engageaient dans une rénovation énergétique de leur école, bah, il ne fallait pas seulement traiter la question de la rénovation énergétique, mais peut-être s'interroger sur d'autres sujets, comme le confort d'été. Mais au-delà du thème du bâtiment, il y avait sans doute d'autres sujets à, à prendre en compte au cours de cette rénovation, profiter de cette rénovation, de cet investissement pour les prendre en compte. Et puis, cet ouvrage, il se présente un peu comme, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails des enjeux hyper techniques, mais plutôt montrer que tous ces enjeux sont liés, qu'il faut prendre le sujet dans sa globalité, et puis montrer surtout des exemples, des projets innovants. Et quand on parle de projets innovants, ce n'est pas seulement une innovation technique, en fait, c'est aussi une innovation sociale. Et c'est aussi des innovations low-tech, donc pas forcément, enfin, peut-être pas justement des innovations high-tech. Donc, Noémie, si je m'abuse, l'école, le rapport est sorti il y a 2 mois, non? Parce que vous avez dit 2 ans. C'était non, ça? il n'est pas sorti il y a 2 mois. Il est Ah, sorti. c'était Ouais, d'accord, ok. ouais, ouais. Pardon, autant pour moi. Donc en fait voilà l'école de demain juste comment ça se présente donc cet ouvrage là que j'ai sous la main donc il y a 7 chapitres en fait l'idée c'est là qu'on retrouve un peu nos différents enjeux donc voilà on va pas les passer tous en revue donc il y a les enjeux environnementaux le côté bien-être confort les cantines l'évolution des usages la cour d'école et puis l'ouverture de l'école sur la ville la question de la mobilité et puis en partie une, qui nous a paru celle qui est la plus importante, l'idée de faire de l'école un processus collaboratif, de son projet d'école un processus collaboratif, parce que de là découlera un peu la façon dont on va faire l'école sur un territoire. Donc on ne va pas vous présenter tous les enjeux, on s'est centré sur 2 enjeux. La question de la prise en compte de l'usage dans les écoles, donc du côté humain, on va dire. Et puis la question de la cour d'école qui sera traitée par l'ONA. Donc, voilà, sur la prise en compte des usages, du coup, j'ai regroupé plusieurs petits sujets pour voilà, étoffer. Mais l'idée, c'est de se dire que voilà, l'école de demain, elle doit être ou elle est collaborative.
Donc, dès qu'on fait un projet d'école, que ce soit une construction ou une rénovation, il faut absolument associer l'ensemble des acteurs qui font cette école. Donc, l'ensemble des acteurs, c'est les enseignants, ça peut être les élèves, euh, ça peut être les différents services de la collectivité, pourquoi pas des associations, etc. Et puis aussi, il faut savoir qu'au sein du ministère de l'Éducation nationale, eux aussi sont organisés pour aider aussi les communes à prendre en compte les enjeux pédagogiques dans une construction d'école. Ils ont mis en place des référents bâtis scolaires au sein des académies. Donc voilà, on montre un peu donc que c'est important d'associer toutes ces personnes-là. Pourquoi? Parce que ça permet de faire une école qui est adaptée aux besoins des enseignants, au bien-être des enfants. Et j'ai pour ça un exemple. Donc, c'est une école qui se situe dans le Gard, donc dans les Cévennes, à Monoblet. Donc, c'est un petit village de 750 habitants. Et ce qui est intéressant dans ce projet, qui n'est pas hyper récent, hein, enfin, il a à peu près une dizaine d'années, mais il est très, on trouve très innovant, dans le sens où il a vraiment associé les enseignants dès le départ. Il a pris en compte aussi la question du bien-être des enfants. Donc, on voit par exemple une petite fenêtre à hauteur d'enfant. Donc voilà, tout est pensé pour être un peu à la hauteur des enfants, qu'ils aient des vues sur les alentours. C'est un projet qui a mobilisé vraiment toutes les forces vives du territoire. Il y a par exemple le maçon qui a été formé, le maçon du village qui a été formé à la technique du béton de chanvre et pu comme ça progresser dans sa pratique et qui a pu réaliser cette école. Il y a également une association des enfants qui ont réalisé des petits carreaux d'argile avec l'aide d'une potière, qui a également fait les vasques des lavabos, vous voyez. Donc, c'est assez rare de voir des lavabos aussi beaux dans une école. Et les enfants ont participé aussi, ils ont décoré les vasques, les sous-vasques, etc. Donc, on sent autour de ce projet d'école vraiment un projet de territoire qui a emmené avec lui tous les acteurs du territoire, qui a permis une montée en compétence de ces acteurs, une participation. Les enfants, ils étaient fiers de leur école, ils avaient vraiment contribué à cette école. Voilà, et c'est fait avec un architecte qui s'appelle Yves Perret, qui est vraiment quelqu'un de très atypique et très intéressant. Donc voilà, j'en parle pas plus, mais voilà un exemple d'une école qui a été faite vraiment de manière très collaborative. Et puis cette école, elle doit être collaborative aussi dans sa gestion quotidienne. Souvent, il n'y a pas forcément énormément d'échanges ou de discussions entre la collectivité qui est propriétaire de l'école et les occupants, les enseignants et voilà, les enseignants qui vont être les occupants de l'école et qui, eux, sont plutôt du personnel de l'éducation nationale. Et donc, souvent, il n'y a pas beaucoup d'échanges et de discussions entre ces deux parties, on va dire. Et du coup, l'école de demain, elle doit permettre cette discussion, ce lien. Et pour ça, j'ai un exemple, c'est un programme qui a été mis en place par Acté, qui s'appelle Cube École, auquel on contribue, donc c'est pour ça qu'on peut en parler, parce qu'on le connaît bien, et c'est un concours d'économie d'énergie, et qui permet finalement, autour de la question des énergies, de leurs économies, de mettre en relation, donc à la fois d'embarquer les enseignants, les élèves, les techniciens, pour réaliser le maximum d'économies d'énergie. Donc, on est déjà à la fin de la deuxième édition. Donc là, vous avez quelques résultats pour la première édition. Donc, je pourrais y revenir plus tard si vous souhaitez. Je passe. Et là, quelques illustrations de ce qu'on peut faire, l'accompagnement qu'on met en place. Par exemple, on emmène les enfants visiter la chaufferie de leur école. Donc, l'idée, c'est de les amener à réfléchir sur leur école, qui s'approprient un peu les lieux, qui s'en sentent un peu responsables et qui se questionnent sur l'énergie, mais pas de manière théorique, mais au contraire en réfléchissant sur leur propre bâtiment. Il y a du lien qui se crée avec le technicien de la collectivité. On fournit des kits. Par exemple, ici, on a une caméra thermique, donc ça leur permet aussi de faire des mesures, de regarder un peu, de comprendre. Et il y a vraiment un engagement formidable autour de ce projet. Donc ici, entre autres, enfin, j'ai mis quelques liens vers des vidéos qui ont été faites sur ce projet. Et puis ici, par exemple, on a des enfants dans une petite collectivité vers Toulouse qui ont fait une manifestation jusqu'à la mairie pour voilà, promouvoir des éco-gestes. Donc, je ne m'attarde pas plus sur ce projet-là. La prise en compte des usages, c'est de se dire aussi que l'école doit être évolutive. On a des collectivités qui sont soumises à des évolutions de population assez fortes, comme à Toulouse, par exemple. Et l'idée, c'est de se dire comment le bâtiment peut être plus souple, plus évolutif. Et donc, Toulouse, eux,
on réfléchit à des plans types d'école où, par exemple, la petite bibliothèque, elle va être de la même taille qu'une classe d'école, d'une salle de classe, pardon. Et ça permet, s'il y a par exemple une ouverture de classe, d'installer une classe assez facilement dans la bibliothèque. Il y a toute une organisation entre les différentes pièces aussi, avec des ateliers qui sont entre les classes et qui permettent aussi voilà, de mutualiser des espaces qui sont partagés. Et puis aussi, il y a l'exemple aussi de tout ce qui va être réappropriation des circulations, des couloirs dans les écoles. Donc là, c'est un exemple en Suisse. On n'a pas forcément trouvé beaucoup d'exemples en France, mais je pense qu'il doit y en avoir, sur le fait de voilà, comment s'approprier des espaces. Donc là, on est dans une rénovation d'école, donc qui était un peu enfin, assez large. Comment se réapproprier ces espaces? Le numérique permet de faire aussi des petits sous-groupes. Donc voilà, c'est un exemple aussi de faire évoluer la conception des salles de classe. Et puis enfin, sur la prise en compte des usages, l'idée d'ouvrir l'école aux habitants. Et puis au-delà de ça, c'est l'idée d'intensifier les usages. C'est-à-dire qu'une école, elle est ouverte, oui, elle est ouverte de 20 à 30% finalement dans l'année, si on regarde en termes d'heures sur une année. Parce qu'avec les vacances scolaires, si elle est pas, parfois elle n'est pas forcément occupée par des centres de loisirs le mercredi, etc. Donc finalement, c'est un équipement public qui existe, dans lequel on va mettre des moyens, mais qui n'est pas ouvert, enfin, qui pourrait être plus utilisé. Et donc, par rapport à ce constat-là, on a remarqué que dans pas mal d'écoles, il y avait des initiatives pour mutualiser des espaces qui sont ouverts aux habitants les week-ends ou voilà, le soir. Donc, on a beaucoup parlé des cours d'école à Paris, mais voilà, il y a aussi des espaces intérieurs, comme par exemple sur ce projet de construction neuve à Trévoux dans l'Ain, où finalement, alors cette école, elle a plein d'autres bienfaits dont on pourra reparler, mais en tout cas, ils ont réfléchi à ouvrir, à partager le gymnase et le restaurant scolaire aux habitants, en faisant par exemple sur le gymnase de l'école un plafond surélevé pour pouvoir permettre les jeux de badminton, par exemple, ou le restaurant scolaire, il y a des équipements particuliers, il y a la fermeture de l'espace restauration où on prépare le repas pour des raisons d'hygiène. Par contre, ils ouvrent des espaces pour stocker, enfin, pour mettre des frigos pour les habitants qui peuvent le louer le week-end pour organiser des événements. Donc voilà, on a trouvé cet aspect intéressant d'ouvrir l'école aux habitants. Voilà. Donc je passe la parole maintenant à Loéna pour la question de la cour d'école. Merci Noémie. Je vais essayer d'être synthétique parce que je vois le temps qui tourne. Donc, je vais essayer de vous donner vraiment juste quelques messages clés. Mais je vous invite quand même à essayer de vous rappeler quand vous étiez enfant à quoi ressemblait votre cours d'école. Est-ce qu'il y avait des arbres, des espaces enherbés? Est-ce que vous y avez accès? Qu'est-ce que vous aimiez faire dans cette cour d'école? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la question finalement qu'on se pose. À quoi ressemblaient les cours d'école avant? À quoi elles ressemblent aujourd'hui? Et à quoi elles doivent ressembler demain? C'est un sujet qui est fortement médiatisé, avec beaucoup d'images qui circulent. Je veux bien d'ailleurs, Noémie, que tu passes à la diapo Ah, suivante, s'il te plaît. Et donc, c'est vraiment une question de reconstruire des imaginaires. Alors, dans cette diapo et la prochaine, je veux bien que tu passes, Noémie, c'est juste vraiment pour donner deux visuels. Vous avez justement deux cours d'école qui ont été particulièrement médiatisés. Une qui a été une des premières cours d'école Oasis à Paris et une qui a été rénovée à Dijon. Je veux bien que tu passes à la diaporama suivante. Merci. Donc, vous voyez ces deux cours qui sont tout à fait différentes, qui se veulent résilientes face au changement climatique, avec plein d'adaptations, hein, des sols soit perméables, soit en pleine terre, la plantation d'arbres, ou en tout cas l'utilisation des haies et des arbustes pour rafraîchir. On a vraiment la question, bien évidemment, du mobilier ludique, qui est toujours central sur ces espaces-là. Mais on voit bien que finalement, derrière ce terme d'école naturelle, résiliente, végétalisée, et j'en passe, on peut avoir plein de modèles très, très différents. L'idée ici, c'est pas de vous dire qu'il y a un modèle à répliquer de partout, une école parfaite, une cour d'école, pardon, parfaite. L'idée, c'est plutôt de se demander, encore une fois, à quoi doit ressembler la cour d'école demain et de prendre un petit peu de recul et de changer de regard. Puisque finalement, comme disait Noémie, l'école, c'est très emblématique. La cour d'école, c'est un espace extrêmement normé sur lequel nous avons beaucoup de représentations. Bien sûr, il y a la question des usages et des besoins, mais justement, il faut les remettre au centre, il faut remettre l'enfant et le bien-être au centre pour se poser les bonnes questions.
Alors bien sûr, il y a la question du confort thermique, du changement climatique, de la gestion des eaux pluviales. Parfois, on va jusqu'au sujet de la biodiversité et c'est extrêmement important. Mais il faut réussir à placer le curseur entre tous ces enjeux-là pour proposer des cours d'école dont la forme, la rénovation et la végétalisation correspondent aux usages qu'on peut en faire et aux différents défis qu'on peut positionner territorialement. Au niveau territorial, je veux bien, Noémie, que tu passes à la diapo suivante, s'il te plaît. Alors, j'ai parlé de bien-être, j'ai parlé aussi du caractère ludique de ces espaces-là. Or, aujourd'hui, quand on pense à la cour d'école complètement enrobée, avec de l'enrobé, du bitume, et quand on pense voilà, aux grands espaces avec cage de foot, etc., on peut penser bien sûr à la dépense physique, mais souvent on pense aussi à la sécurité, à la propreté. On pense finalement à la facilité aussi de surveillance. Or, plus on augmente tous ces curseurs-là, moins on a une valeur ludique dans ces espaces-là, hein. Les professionnels de l'enseignement, les professionnels aussi de la psychologie, pédiatrie, voilà, de la santé s'accordent sur le fait qu'il faut permettre dans ces espaces-là aux enfants d'expérimenter le risque dans un cadre qui est bien sûr contrôlé, sécurisé malgré tout, en tout cas avec des personnels et des personnes adultes qui peuvent les accompagner. Mais il faut qu'ils expérimentent pour que, une fois dehors, ils soient en capacité de développer cette compétence risque pour en prendre moins, tout simplement. Noémie, je veux bien que tu passes à la diaporama suivante. Si vous gardez en image quand même, avant de passer à cette cour, celle à Dijon, on était dans un espace complètement en pleine terre avec des arbres qui avaient été tronçonnés, hein, pour faire du mobilier ludique de récupération. Ce mobilier-là, il n'est pas assuré. Si l'enfant tombe, ça peut être un problème. Donc, c'est toutes ces questions finalement qu'on va se poser, même si on peut considérer que le risque est plus faible qu'en haut d'un grand toboggan duquel vous risquez de tomber. Mais bien sûr, au-delà de la question de la sécurité, j'ai parlé de la propreté, c'est vraiment un sujet qu'on entend, hein, que ce soit du côté des parents, côté des enseignants, du côté du personnel d'entretien. On va salir si on va sur ces espaces en pleine terre. Et ça a été vraiment le problème ici à Liman. Vous voyez la cour il y a quelques années. En réalité, elle a été bétonnée seulement en 2011. On est vraiment dans le parc naturel régional du Luberon, en pleine campagne, dans un tout petit village. Et en 2011, ils ont dit, on est comme les villes, on peut avoir une cour d'école propre, bien et moderne, donc on va tout bétonner. Quelques années après, le maire se dit, mince, on a peut-être fait une erreur parce qu'on a chaud, on est dans le sud. Et aujourd'hui, de toute façon, avec le changement climatique, tout le monde est exposé à ces questions de confort d'été, même en espace extérieur, surtout en espace extérieur. Et donc, ils ont décidé, diapo suivante, s'il te plaît, Noémie, de revenir en arrière et de proposer quelque chose différent, où on a retrouvé un peu de relief, où on a retrouvé quelques espaces de pleine terre, ou en tout cas des espaces en copeaux, où on a replanté des arbres en espérant qu'ils survivent, bien évidemment, et on a recréé ces espaces-là, un petit peu des espaces de calme avec une yourte qui ont été fabriqués par les parents, etc. Donc même en espace rural, finalement, alors qu'on a de la végétation tout autour, eh bien, il y a cette question quand même de la ramener en cours d'école, encore une fois, de changer de regard. Je veux bien aller à l'exemple suivant. Je vais très rapidement, mais bien sûr, Noémie en a parlé, la participation des acteurs et notamment des enfants est essentielle parce que c'est bien de changer de regard. Il ne faut pas encore une fois plaquer un modèle, une cour d'école Oasis ou que sais-je. L'idée, c'est vraiment de partir des usages locaux et du besoin des enfants qu'ils ont besoin d'exprimer. Et il y a tout un tas d'autres acteurs qui peuvent y contribuer. Et dernier exemple, s'il te plaît. euh, Changer de regard, c'est aussi dézoomer. Et au CEREMA, on travaille aussi beaucoup sur les abords des cours. On ne va pas en parler ici. Mais par exemple, à Dunkerque, il y avait vraiment eu cette réflexion d'une cour d'école qui est complètement insérée dans un parc urbain très végétalisé, très, très intéressant. Mais l'entrée dans la cour et l'école et l'accès au groupe scolaire se faisait par une rue qui n'était pas du tout sécurisée. Donc, ils ont un peu pris de la hauteur. Ils se sont dit que travailler sur la cour, c'était aussi travailler sur les abords, avec des questions de trame verte et bleue aussi, donc de biodiversité, de continuité écologique, des questions de sécurité pour amener les enfants dans cette cour. Et puis, diapo suivante, revégétaliser, bien évidemment, apporter de l'ombrage et penser aussi l'accessibilité pour les élèves en situation de handicap et notamment à mobilité réduite. Donc, vraiment penser comment inclure la cour d'école au sein du territoire et comment permettre l'inclusion et l'inclusivité dans cette école. Donc voilà, c'est quelques exemples pour vous montrer que rénover, c'est bien, mais faire un pas de côté, dézoomer, changer de regard, c'est vraiment essentiel pour proposer un projet adapté au territoire et à la cour donnée. Je terminerai rapidement juste pour vous dire qu'il y a tout un tas de ressources sur Ceremadoc. On vous a mis les liens dans la conversation. Et pour terminer, je vous invite à vous inscrire sur la communauté Expertise Territoire, la communauté École de demain. C'est une plateforme collaborative. Vous avez une carte vraiment collaborative où vous allez pouvoir voir plein d'articles
et d'exemples qui sont recensés sur cette carte. Donc vraiment, je vous invite à aller la consulter pour avoir de l'inspiration. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes les deux, Noémie et Loéna. Je vous propose de passer directement à Kevin Jean, qui va nous parler des enjeux de santé autour de l'école. Bonjour, est-ce qu'on m'entend bien? Parfaitement. Super. Alors, je partage mon écran. Vous le voyez? C'est bon? Tout est OK? OK, donc bonjour, je suis donc Kevin Jean, épidémiologiste, et je travaille beaucoup sur les sujets qui relient la santé, le changement climatique et les enjeux de biodiversité. Et donc une présentation pour présenter quelques initiatives dans les écoles ou même à un niveau un peu supérieur dans les universités pour transmettre des bonnes habitudes à la fois pour la santé et pour le climat. Alors pourquoi ce lien? Parce que de manière générale, dans 90-95% des cas, ce qui est bon pour la planète est également bon pour la santé. Et donc on a vraiment un sujet gagnant-gagnant sur ces deux aspects. Deux exemples. Les transports, donc le premier poste d'émissions de CO2 en France, on sait que remplacer la voiture, les transports basés sur des moteurs thermiques par des transports actifs comme la marche et le vélo ou les transports en commun, ça permet de réduire les émissions de CO2, premier poste donc, mais ça permet aussi d'augmenter l'activité physique et la qualité de l'air. Alors l'activité physique également pour les transports en commun parce qu'on marche pour aller à son arrêt de bus ou à son arrêt de train ou de métro. Deuxième exemple, la viande est ce qui a le contenu le plus carboné dans notre assiette en équivalent carbone, parce que vous savez que l'élevage produit beaucoup d'émissions de méthane, un gaz à fort pouvoir d'effet de serre, et la viande est également un moteur de la déforestation, y compris de la déforestation importée, avec le soja d'Amérique du Sud, enfin du Brésil notamment, qui nourrit nos vaches en France. Et donc une façon de réduire le potentiel d'effet de serre de nos assiettes, c'est de réduire la viande dans nos assiettes, et c'est également quelque chose qui permet d'améliorer la santé nutritionnelle des régimes parce que on mange globalement à peu près 3 fois trop de viande que ce que nous recommandent les recommandations internationales sur l'aspect nutritionnel. Euh, alors, je voulais vous présenter deux initiatives de résultats, de type de résultats récents qui lient un peu ces sujets. Le sujet de l'alimentation d'abord, avec la question du repas végétarien dans les cantines. Donc, c'est quelque chose qui a marqué un petit peu les débats ces dernières années. Et il y a une équipe de l'INRAE qui produit pas mal de résultats sur ce thématique. C'est le Centre des sciences du goût et de l'alimentation à Dijon, et qui d'abord a conduit une première étude qui, pendant un an, a suivi les enfants de 38 écoles de la ville et leur a demandé de noter leur repas à la cantine, notamment parce que depuis quelques années, on a des repas végétariens dans les cantines, au moins un repas par semaine d'après la loi Egalim. Le repas végétarien, vous le voyez là, c'est vraiment une solution pour réduire l'empreinte carbone des assiettes. Un repas végétarien, c'est près de 4 fois moins de gaz à effet de serre qu'un repas carné. Et donc, il y a toujours la question du goût. Est-ce que ça passe? Est-ce que les enfants aiment les repas végétariens? Et donc, dans cette expérimentation, ils ont proposé aux enfants de noter avec des petits pouces en l'air ou des petits pouces en bas leurs menus. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, en termes d'appréciation de goût, les enfants disent, dans ces 38 écoles, enfin, en tout cas, l'équipe n'a pas observé de différence dans l'appréciation par les enfants des menus végétariens versus les menus carnés. Donc, il y a une appréciation à peu près égale. Donc, c'est pas un problème de goût, finalement, ou d'appréciation, les repas végétariens à la cantine. Une deuxième étude là qui est vraiment toute récente, qui est sortie en juillet, elle prenait place cette fois-ci non pas dans une école primaire, mais dans le Crous, les restos universitaires de la ville de Dijon, où là, l'expérimentation portait non pas sur, enfin un petit peu sur l'appréciation, mais surtout sur l'offre végétarienne. Et l'équipe a décidé de voir ce qui se passait si elle doublait l'offre végétarienne à la cantine universitaire, sans faire forcément la promotion de ce menu végétarien. Qu'est-ce qui se passe si pendant 2 semaines, on double les menus végétariens? D'habitude, il y a toujours un menu végétarien proposé dans les 4 ou 5 cantines. Et bien, pendant ces 2 semaines, on proposait 2 menus végétariens. Et bien, dans l'expérimentation, on s'est rendu compte que quand on propose plus de repas végétariens, les étudiants en prennent plus. Donc, quand on double l'offre végétarienne, eh bien, voilà, les étudiants en prennent presque 2 fois plus, et souvent ils se rendent même pas compte, les étudiants, qu'ils ont pris des repas végétariens. Et là aussi, quand l'équipe fait noter l'appréciation des repas végétariens, on se rend compte que l'appréciation là des repas végétariens était même légèrement meilleure que pour les repas carnés. Donc finalement, quand on propose plus de végétariens, ça ne change pas l'appréciation
des étudiants, et les étudiants se saisissent de cette offre. Donc on a vraiment quelque chose qui est gagnant d'un point de vue santé, d'un point de vue climatique. Et l'une des chercheuses qui a mené cette étude nous expliquait que la clé du succès d'un repas végétarien, c'est de ne pas l'étiqueter comme tel. C'est-à-dire ne pas faire de raout autour du repas végétarien, et finalement, c'est plutôt apprécié. Alors, un des arguments qu'on entend souvent autour du végétarien dans la cantine, vous l'avez sans doute entendu, c'est que pour les élèves les plus défavorisés, la cantine est souvent la seule occasion de manger de la viande. Un argument qui est beaucoup revenu justement sur ces débats législatifs sur l'obligation de la proposition d'un repas végétarien à la cantine. Cet argument, en fait, il est tout simplement faux. Et là-dessus, on a une expertise collective de l'INSERM qui a revu toute la littérature. On a des résultats encore plus récents, l'expertise datait de 2017. Et on le sait, là, tous les éléments d'enquête alimentaire nous le disent, ce sont au contraire les tranches les plus défavorisées de la population qui consomment le plus de viande et le moins de légumes. Donc finalement, proposer plus de végétariens, c'est également une façon de réduire les inégalités sociales de santé. Voilà pour ce premier exemple qui concernait les cantines. Un deuxième exemple, là sur la mobilité. On a là aussi depuis 2019 des initiatives. La loi d'orientation des mobilités de 2019 a inscrit dans la loi l'objectif de l'apprentissage de l'usage du déplacement à vélo pour les enfants. Et là aussi, ça rencontre pas seulement des enjeux de mobilité, mais également des enjeux de santé. Pourquoi? Parce qu'en France, on a près de 20%, un peu moins de 20% des enfants de 6 à 17 ans qui sont en surpoids, 4% en situation d'obésité. Et surtout, on a des recommandations internationales de la durée d'activité physique recommandée dans la semaine. Et on se rend compte qu'en France, en tout cas dans les pays d'Europe occidentaux, dont la France, plus de 85% des adolescents sont en dessous des recommandations. Donc ceci explique cela en partie, des enjeux évidemment d'activité physique et d'alimentation dans cette situation de surpoids et d'obésité en France. Alors, je l'ai dit, on a des initiatives sur l'apprentissage du vélo à l'école. Mais là, il y a quand même quelque chose qui est important, c'est qu'il reste des efforts à faire pour promouvoir le vélo dans les collectivités, dans les écoles, l'apprentissage, la promotion en distribuant des gilets, parfois même certaines écoles ou certaines villes proposent des vélos, c'est bien, mais on a là aussi beaucoup d'éléments très, très solides qui nous expliquent que dans les politiques cyclables, comme dans toutes les politiques de transport, ce sont les infrastructures qui induisent la pratique. Si on construit des pistes cyclables, des aménagements cyclables, eh bien finalement les populations vont s'en saisir. Et donc finalement, quand vous regardez un peu les écoles autour de vous, en tout cas c'est le cas chez moi, devant les écoles, alors même qu'on a des programmes de vélo, finalement on ne trouve pas de parking vélo. Là où j'habite, où on distribue encore une fois des vélos aux enfants en classe de CP ou CE1, eh bien il n'y a pas de piste cyclable sécurisée autour des écoles. Ce qui est vraiment là qui est un problème en termes d'environnement cyclable pour les écoles, qui est vraiment, je l'ai dit, un des déterminants de l'usage du vélo, que ce soit pour les enfants ou les adultes. Et sur ces questions de comment promouvoir les mobilités, on a pourtant beaucoup de ressources, des ressources en ligne. On a des associations, des clubs de collectivités comme le club des villes et territoires cyclables et marchables, ou le club de vélo et territoire, qui sont encore une fois là des collectivités territoriales qui veulent promouvoir les enjeux cyclables dans les territoires et qui ont beaucoup de documentation. La FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette, a également tout un programme que vous retrouverez à cette adresse pour mettre en avant des initiatives de promotion du vélo dans les écoles. Et ce vélo, donc j'en ai parlé, c'est attesté également un fort déterminant pour la bonne santé. On a là aussi des éléments épidémiologiques qui démontrent que l'activité physique liée au vélo, le fait de faire du vélo, ça prévient des maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2, le cancer, les troubles dépressifs, même le décès toute cause. Et dans une évaluation toute récente cette année, on a pu chiffrer les bénéfices pour la santé du vélo et également les bénéfices économiques, enfin les coûts de santé directs et indirects évité par la pratique du vélo en France. On se rend compte qu'en France, quand on a environ 1 km parcouru à vélo, ça permet d'éviter environ 1 euro de coût indirect de santé par l'activité physique que ça génère. Donc là aussi, je le disais, on a un sujet gagnant-gagnant, à la fois pour le climat, pour la santé, et puis également, on en parlait avec les cours d'école, des questions également d'autonomie des enfants, d'appréhension de l'environnement dans lequel ils vivent.
Voilà, en conclusion, que ce soit pour les exemples des repas végétariens, du vélo à l'école, on a là des choix qui n'ont que des avantages, qui, pour le climat, pour la santé, et qui réduisent les inégalités. Donc, c'est vraiment des choix sans regret, j'ai envie de dire. Et un point qui est important, c'est qu'on a souvent cette vision que les bonnes pratiques ou l'éducation, que ce soit l'éducation à la santé ou environnementale, dans les familles, elle se transmet des parents aux enfants. Mais on a également des éléments qui nous montrent que ça infuse également des enfants aux parents, que les enfants peuvent ramener à la maison des gestes vertueux pour le climat ou la santé et finalement changer les habitudes au sein des foyers. Et ça, c'est un lieu très important, c'est un élément très important pour comprendre en quoi des enjeux de promotion de la santé ou de l'environnement dans les écoles peuvent également toucher des générations plus âgées que les seuls enfants. Et donc, je vais vous laisser sur deux exemples d'initiatives sur ces éléments. Un exemple dans les Hauts-de-France, hein, où une ville a mis en place ce qu'on appelle des vélobus, donc des parents qui font des petits cortèges comme ça le long du trajet pour l'école en récupérant et en encadrant des enfants pour leur proposer d'aller en vélo à l'école. Une pratique qui se fait très très couramment aux Pays-Bas, au Danemark ou même en Espagne. Et la ville de Lyon, hein, qui a vraiment poussé un peu plus son offre végétarienne dans les cantines en étant même mieux disante par rapport aux objectifs de la loi dont je parlais. Voilà, j'en ai terminé. Je vous Merci rends beaucoup, Kevin. l'écran. Et je vous propose qu'on passe à la question de l'investissement. Guillaume, la parole. J'enchaîne. Ouais, pas de souci. J'essaye de faire court pour laisser de la place aux questions. Je vais donc aller à l'essentiel. Vous voyez mon écran? Ok, super. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Guillaume Doll, je suis chercheur à l'Institut de l'économie pour le climat. En quelques mots, quand même, pour ceux qui ne connaissent pas l'Institut de l'économie pour le climat, on est un think tank d'une quarantaine de chercheurs et on travaille globalement sur toutes les questions économiques et financières liées à la transition, donc aux politiques d'atténuation et d'adaptation au changement climatique. Tout ce qu'on fait, on le publie sur notre site internet et on a une newsletter qui sort toutes les semaines qui regroupe en gros tous les travaux de la semaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, ça vous donnera un bon panorama de tout ce qu'on produit et de tout ce qui est utile et à disposition de tous. Donc, je reprends peut-être un petit pas de côté par rapport à ce qui a été dit. On va regarder un peu plus globalement, en gros, les enjeux de la rénovation des bâtiments scolaires pour les collectivités. Et avant ça, je voulais quand même revenir sur le cadre législatif et normatif dans lequel cette grande politique de rénovation s'est construite, puisqu'à la base, il y avait quand même des enjeux. Le premier, ça a été notamment d'atteindre la neutralité carbone. Donc pour ça, la France s'est dotée, c'est un peu le b.a.-ba, mais je vais très vite, d'une stratégie nationale bas carbone. Et du coup, celle-ci, pour le secteur du bâtiment, vise un parc quasiment neutre en carbone finalement à l'horizon 2050. Pour atteindre cet objectif-là, on s'est doté d'outils coercitifs, donc contraignants et notamment contraignants pour les collectivités, pour les engager dans ces démarches de rénovation, avec notamment pour ce qui concerne les bâtiments scolaires, le décret tertiaire avec les objectifs qui sont du coup affichés sur la slide. Donc en fait, l'idée là derrière, c'est de petit à petit réduire les consommations énergétiques, mais a fortiori les émissions, les consommations énergétiques de ces bâtiments pour s'engager dans ce chemin de moindre consommation et donc finalement de moindre émissions carbone. Donc ça, c'est un peu le cadre dans lequel elle commence à évoluer. Mais en fait, il y a un peu une double injonction. C'est-à-dire que d'un côté, on a ce cadre qui un peu les oblige à le faire, mais finalement, elles sont aussi elles-mêmes intéressées à le faire, puisque le CEREMA avait commencé à en parler. Mais en fait, aujourd'hui, quand on regarde dans les dépenses d'exploitation des collectivités territoriales, on voit assez vite arriver la part de dépenses énergétiques. Et quand on creuse un peu plus là-dedans, quand on regarde la part de dépenses énergétiques, ben, en fait, on voit que les trois quarts sont liés aux bâtiments scolaires. Et là-dedans, on a quand même une grande partie aux bâtiments publics. Sauf que les bâtiments publics des collectivités, c'est en grande partie des établissements scolaires. Donc, quand on a dit ça, on voit assez vite pourquoi les collectivités se disent, bah tiens, j'ai mon parc de bâtiments, j'aimerais en faire quelque chose, bah, je vais quand même me poser ces questions de rénovation et donc se lance dans ces aspects-là. Bon, le problème, c'est que la rénovation, c'est des investissements importants. Et aujourd'hui, du coup, nous, on calcule les besoins d'investissement en matière de rénovation qui seraient nécessaires pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Donc ça, c'est des chiffres d'une étude qui sort demain. Vous avez la primauté de ces chiffres-là et si vous abonnez à la newsletter, vous verrez l'étude passer demain. Ce qu'on observe, c'est que globalement, par rapport à ce qui est fait aujourd'hui,
les collectivités devraient plus que doubler les investissements qu'elles mettent dans la rénovation de leurs bâtiments pour atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Plus que doubler, c'est beaucoup. Hein, on parle de plus de 3 milliards d'euros par an en plus de ce qu'elles font aujourd'hui pour pouvoir s'aligner avec les objectifs que la France a pris. Alors, une fois qu'on a dit ça, du coup, il y a la grande question derrière du financement. Comment est-ce qu'on va payer ces 3 milliards d'euros? Et en fait, c'est une question qui est assez épineuse dans le sens où il n'y a pas de réponse sur étagère. Dans les études qu'on a menées récemment, on a justement essayé d'explorer un peu toutes les pistes possibles pour financer ce mur d'investissement. Donc là, on parle de celui pour la rénovation des bâtiments scolaires. Mais en fait, on a aussi pour les collectivités, du coup, on en a un peu parlé, mais les services de transport, donc le vélo, le transport en commun, voilà, tout ce qui a trait aujourd'hui à la transition, tous ces montants-là, il faut les financer. Parmi les pistes, évidemment, on a la piste de la dette, de l'endettement. Aujourd'hui, il faut savoir que les collectivités territoriales, elles ont une très bonne santé financière pour la plupart. Et donc, on a un recours à la dette qui est possible, malgré le fait que dans les documents qui sont portés plutôt au niveau de l'État, on voit qu'ils engageraient plutôt les collectivités à aller vers des trajectoires de désendettement. Donc là, on a un peu des injonctions contradictoires entre ce qu'il faudrait faire et finalement ce que l'État encourage les collectivités territoriales, la trajectoire vers laquelle ils encouragent les collectivités territoriales à aller. La deuxième piste, c'est la redirection des dépenses, puisqu'une collectivité, en fait, finalement, elle a le choix de savoir où est-ce qu'elle va dépenser. Mais ça, c'est souvent des choix qui sont politiquement difficiles. C'est-à-dire quand on décide, par exemple, de réorienter une partie de son investissement dans la rénovation, eh ben, ça veut dire que derrière, il faut abandonner, par exemple, des prestations. Ça peut être des prestations sociales, ça peut être des projets qui étaient moins favorables pour le climat, comme les routes, etc. Mais dans ce cas, ça demande un portage politique qui est important. Une autre piste, c'est évidemment les dotations de l'État, puisque l'État, à travers les dotations générales de fonctionnement, à travers le fonds vert, etc., soutient les collectivités dans leur transition. Mais là encore, on voit que ce type d'outils, notamment on le voit bien avec le fonds vert, ce sont des outils qui manquent de prévisibilité, c'est-à-dire que tous les ans, on revient sur des crédits qui avaient été votés l'année précédente, on ne sait pas exactement de combien ils seront l'année d'après. Donc finalement, cette politique un peu à vue ne permet pas de donner suffisamment de visibilité aux collectivités pour se projeter sur du temps assez long et prévoir des plans de financement de leur rénovation énergétique. Une fois qu'on a dit tout ça sur tous ces leviers, nous, de nos études, ce qui ressort, c'est que de toute manière, un seul de ces leviers ne suffira pas à financer ce mur d'investissement. Et dans tous les cas, il faudra les activer ensemble à des dosages à discuter, à des degrés différents. Mais donc, dans tous les cas, on a aujourd'hui un travail collaboratif à ouvrir entre l'État, les collectivités, quasiment un travail partenarial à ouvrir pour voir comment est-ce qu'on peut financer cet investissement supplémentaire qui est aujourd'hui vraiment, vraiment important et encore loin d'être financé et intégré dans les équations financières des collectivités. Donc aujourd'hui, quand on parle rénovation, c'est vrai qu'on parle beaucoup baisse de consommation énergétique, baisse des émissions carbone. Toute une autre partie de notre travail a aussi consisté à essayer d'ouvrir le débat un peu plus largement aussi sur la question de l'adaptation au changement climatique. Ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, les écoles, les bâtiments scolaires, ils sont déjà impactés par des vagues de chaleur qui sont plus longues et surtout qui se produisent sur des périodes où à l'époque, les bâtiments scolaires étaient fermés. C'est-à-dire juillet, août, les plus chaudes, en fait, les bâtiments étaient pas utilisés. Aujourd'hui, on voit que déjà, dès juin et jusqu'à octobre, en fait, on est déjà impacté par ces vagues de chaleur. On a des premières réponses comme des modifications d'horaire, etc., qui commencent à apparaître. Mais derrière, pour nous, on a vraiment cette question de comment est-ce que on va mieux intégrer ce sujet de l'adaptation dans les projets qu'on va faire, dans les projets de rénovation, etc. Donc déjà impacté, et quand on se projette un peu à horizon 2 degrés, 4 degrés, donc pour parler comme le ministère le fait aujourd'hui, en fait on se rend vite compte qu'un phénomène qui est aujourd'hui quand même relativement cantonné à certaines zones françaises va devenir en fait un phénomène métropolitain qui va concerner la quasi-totalité du territoire et vraiment la totalité des aires urbaines. Et donc avec derrière un vrai enjeu qui va simplement dépasser la question de confort d'été, qui va vraiment devenir un enjeu un enjeu sanitaire et de sécurité des personnes dans les bâtiments. On le voit déjà avec des malaises, etc. Mais voilà, il faut vraiment pas que ce type de phénomène qui est en train d'apparaître aujourd'hui devienne un phénomène qui soit massif demain. Et donc derrière, avec un enjeu d'embarquer ce sujet-là. Et alors pour le faire,
c'est assez facile en fait, dans le sens où aujourd'hui techniquement on a assez peu de barrières on a assez peu de barrières techniques sur intégrer l'adaptation dans les projets. C'est-à-dire on sait le faire, les solutions sont connues et elles sont d'ailleurs souvent, on a employé le mot low-tech au début, mais en fait c'est vraiment ça. C'est souvent des solutions qui sont simples à mettre en œuvre et faciles à embarquer dans les projets. Donc en fait ce qu'il faut plutôt faire, c'est essayer de réfléchir au moment de la rénovation à ce surcroît d'intelligence, cette petite conception supplémentaire qui va permettre d'embarquer du coup le sujet de l'adaptation, mais du coup aussi le sujet des usages, de la santé. Bon, on n'en a pas beaucoup parlé au début, je ne reviens pas dessus, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aspects. Euh, Embarquer un peu tous ces sujets au moment de la rénovation. Il y a un enjeu de décloisonner la simple question de rénovation énergétique avec vraiment les questions de l'usage du bâti de demain, se projeter du coup dans le climat futur, ce qu'on va en faire, comment est-ce qu'il va évoluer avec le temps, etc. Donc nous là-dessus, il y a une formule qu'on aime bien, c'est qu'en fait, on aimerait tendre vers des projets adaptés et pas des projets d'adaptation. C'est-à-dire, on ne va pas faire des projets uniquement pour adapter le parc de bâtiments au changement climatique, mais en fait, il faut vraiment qu'on se pose la question au moment de la rénovation de chaque projet, comment est-ce qu'on fait pour embarquer l'adaptation au changement climatique, mais également les autres sujets. Et je terminerai là-dessus. Du coup, nous, on a fait un peu des travaux pour se poser la question de combien est-ce que ça peut coûter, du coup, d'embarquer ces sujets. Et en fait, on voit que finalement, si on le fait bien, si on le fait au bon moment, si on le fait dans le flux de projets existants, on voit que le surcoût, il n'est pas si élevé que ça. On parle de quelques pourcents par rapport à des projets de rénovation qui sont déjà très ambitieux. Il est simplement de quelques pourcents. Alors que si derrière, on doit revenir, et ben là, du coup, c'est tout de suite beaucoup plus cher parce qu'il faut refaire des projets, il faut revenir en arrière, il faut refaire des choses alors qu'on avait la possibilité de le faire avant dans des flux de projets qui étaient existants. Là, je vais m'arrêter là. J'espère ne pas avoir été trop. Merci beaucoup, Guillaume. Désolé, c'était un peu pas de charge. Je suis désolé. Non, mais c'était très complet. Je pense qu'on a un bel aperçu des différents enjeux de l'école de demain. J'ai retenu quelques mots-clés, hein, le low-tech, décloisonner, profiter de la rénovation énergétique pour repenser les usages, adapter au territoire et agir de manière collaborative dans ces travaux de rénovation, et y compris au niveau des collectivités et de l'État, de la puissance publique, collaborer dans les moyens de financer tout ça. Ce que je vous propose de faire, c'est de conclure maintenant. Merci beaucoup à tout le monde. Très bonne journée à tous et à bientôt.